T'es pratiquant de musculation, de crossfit ou d'haltérophilie et tu trouves que tu ne te sens vraiment pas fort, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais pas te parler de principes basiques, plutôt te parler de choses avancées sur lesquelles on ne parle pas justement. Donc il y a beaucoup de valeur dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout pour bien comprendre et ensuite appliquer directement ces principes dans ta séance. Si tu connais pas cette chaîne, je m'appelle Pierre-Yves, je suis le fondateur de MyoFit et ici tu vas trouver plein de tips pour la préparation physique et tout ce qui va se rapprocher de la préparation physique. Donc ça peut être la physiologie, la biomécanique, l'anatomie. Donc comme je te disais aujourd'hui, on va parler d'un élément qui est très peu abordé en préparation physique et dans le domaine de la force en général, c'est la coordination intramusculaire. On va parler de tempo mais pas que, parce qu'il y a toujours un lien avec la biomécanique et les fascias. Si tu sais pas ce que c'est que les fascias, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à cliquer dessus juste en dessous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te démontrer sur un tableau les tenants et les aboutissants de la coordination intramusculaire et ensuite tu vas pouvoir directement les appliquer sur tous les mouvements, que ce soit squat, bench, deadlift, mouvement de tirage, c'est un petit peu plus différent, mais globalement tu vas pouvoir les appliquer sur tous les mouvements. Et tu devrais pouvoir ressentir un bienfait au niveau de tes charges d'entraînement et aussi de la manière dont tu arrives à délivrer ta performance. Premièrement, pour tout mouvement de musculation, lorsqu'on aborde la partie technique et la biomécanique, ça va reposer sur trois grands piliers. Le recrutement nerveux qui va permettre de déterminer si on mobilise plus les fibres lentes que les fibres rapides. On va voir la mobilité qui va déterminer la longueur du muscle. Moins le muscle a une motilité, plus on va créer des compensations qui vont détériorer la technique en elle-même. Et en 3, ça va être la coordination entre les muscles parce que les muscles doivent se synchroniser au bon timing. Sur les régimes de contraction, on va voir le régime concentrique. C'est très simple, c'est lorsque les fibres musculaires se raccourcissent. Par exemple, si je fais un biceps curl, c'est lorsque mes fibres de mon biceps se raccourcissent. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir plier mon coude. Sur le régime isométrique, si vous avez déjà fait la chaise, vous savez ce que c'est. Les fibres bougent assez peu. En fait, techniquement, elles bougent à une vitesse très grande, mais il n'y a pas une énorme variation dans la longueur du segment de l'unité contractile. Et enfin, il y a le régime excentrique. Donc, si j'ai fait mon concentrique comme ceci, mon isométrique comme cela, mon excentrique, ça va être lorsque je vais résister à une tension, lorsque mes fibres vont s'écarter. En gros, là, on a un petit peu comme les couleurs primaires avec ces trois régimes de contraction. On peut gainer, stabiliser, on peut raccourcir et on peut freiner. Techniquement, lorsqu'on a ces 6 éléments qui sont bien maîtrisés, on va avoir un mouvement qui est propre, efficace et donc, en conséquence de quoi, on va pouvoir bouger beaucoup de résistance, beaucoup de charge et c'est comme ça qu'on va être considéré comme quelqu'un de fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a 6 termes et les 6 termes, lorsque l'on produit un mouvement, ils ne sont pas segmentés un à un, ils sont tous en même temps. Et on va s'intéresser particulièrement aux 3 régimes de contraction qui vont permettre, s'ils sont bien alignés et bien coordonnés, à un meilleur recrutement nerveux. Et donc, comment organiser ça? On va d'abord s'intéresser au timing des 3 régimes de contraction qui de facto, lorsqu'ils sont bien pratiqués, ça va donner une bonne coordination, ça va favoriser le bon recrutement nerveux parce que le geste va être plus efficace. Et en fin de chaîne, un bon recrutement nerveux, ça améliore aussi la mobilité. Et donc dans la pratique, ça donne quoi? On va imaginer un mouvement, on va imaginer un squat. On part d'ici, on descend sur le point le plus bas, on imagine que ça c'est une amplitude complète et on remonte jusqu'en haut donc pour retrouver la fameuse amplitude complète. Et les 3 régimes de contraction vont être ici. En bleu, on va voir la courbe de l'excentrique, donc la phase de descente. En vert, ça va être la partie isométrique, mais on ne va pas trop en parler parce que finalement la partie isométrique sur un mouvement type comme le squat, ça va plutôt être du domaine de la stabilité, du gainage. Donc effectivement, c'est fondamental, c'est ultra important, mais ça ne va pas nous intéresser dans cette vidéo. Et enfin, en rouge, on va avoir la partie concentrique qui va être la remontée du squat. Premièrement, l'excentrique. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'excentrique, c'est qu'il n'y a pas d'excentrique si toutefois j'applique un rebond sans résistance. Lors d'un squat, je dois maîtriser mes appuis. Donc là, mes appuis, c'est dans le vert, dans la phase isométrique. Finalement, on va en parler, tac, tac, tac. Dans un mouvement comme le squat, pour la phase excentrique, si je me laisse complètement rebondir, ma faculté à remonter avec ma barre va être uniquement liée à l'énergie élastique de mes fascias. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais ça ne va pas produire de force, ça ne va pas produire de muscle, c'est simplement une énergie cinétique conséquente à ma phase de rebond. Donc d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'à terme, c'est ça qui peut engendrer des problèmes techniques et du coup aussi des problèmes de tendinopathie liés à une surutilisation des propriétés élastiques du collagène. Bref, ce qui va être important, c'est que l'excentrique, c'est ta faculté de freiner alors que tu descends. C'est-à-dire que lorsque je descends ma charge, j'ai quand même une pression qui me permet de retenir. Exactement comme si je faisais du tir à la corde et j'étais dans l'équipe qui perdait, je ne vais pas me laisser tomber comme ça. Je vais résister et en fait ça serait de la phase excentrique. Dernier point sur l'excentrique,
plus je suis fort en excentrique, plus je suis fort à freiner ma descente, mais de manière active, plus je potentialise mon concentrique. Donc ça va être intéressant à développer. Maintenant, lorsque je fais ma partie excentrique, donc encore une fois, je freine une charge et c'est un process qui est actif. Volontairement, je pousse dans le sol pour freiner. Donc ça fait une désynchronisation des unités motrices qui va être permise par la stabilité de mes pieds. Donc mes pieds doivent être vraiment solides et mon tronc également. J'ai quand même des muscles qui sont stabilisateurs entre ma tête et mes pieds. Mais c'est aux 3/4 de la descente de mon squat que je vais commencer ici à pousser. Je continue ma descente, mais je continue de pousser. Et donc là, je vais favoriser justement la dernière phase excentrique. Ça va être intéressant là-dessus pour anticiper sur le timing ma remontée. Ce qui veut dire que lorsque je suis en bas, il n'y a pas zéro tension et je repars sur mon concentrique. J'ai comme un élan, c'est comme si en fait il y avait des fibres qui descendaient, qui vont dans ce sens-là et des fibres qui vont permettre de remonter, qui vont dans l'autre sens. Il y a un croisement dans cette zone, on va dire dans le dernier quart d'un mouvement complet. Et à ce moment-là, d'un point de vue de la coordination intramusculaire, excusez-moi, je vais pouvoir faciliter ma remontée et la conséquence visible de ça, ça va être des répétitions à la fois fluides et ça va être une remontée de barre plus rapide que ma descente de barre. Et à ce moment-là, je peux vous garantir que le potentiel de force, c'est pas qu'il est infini, mais déjà, on va pouvoir s'entraîner sans blessure parce que je vais toujours avoir cette phase de frein pour protéger mes articulations, toutes les zones collagéniques, tous mes fascias et je vais pouvoir vraiment utiliser mes unités contractiles pour la partie concentrique pour remonter. La bonne nouvelle de ça, c'est que c'est transversal. Ça se fait sur tous les mouvements et c'est une coordination qui est à ressentir, donc qui va permettre de travailler aussi la proprioception. Et ça explique pourquoi les haltérophiles, les cuisses des haltérophiles sont à la fois gonflées et toujours très fluides, toujours très smooth. Si on est très raide, ça va être très compliqué de réaliser ça. Donc à l'inverse, si on travaille ça, ça va nous permettre d'améliorer, comme je disais tout à l'heure, les points sur la mobilité. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la commenter et à la partager. Et si tu aimes bien ce type de vidéo, n'hésite pas justement à t'abonner. Ça me donne beaucoup de force pour créer d'autres vidéos. D'ailleurs, si tu as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas à les marquer en commentaire. C'était Pi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.